Nous assistons actuellement à une crise de confiance généralisée dans une économie de plus de 500 000 milliards de dollars et à une micro-crise de confiance dans la crypto-économie. Il y a environ un an, toutes ces choses étaient encore, pour la plupart, dissimulées. Et elles ont toutes fait surface au cours des 12 derniers mois, et cela a été brutal pour tout le monde. Quelle est alors la raison de la hausse qui s'est produite au cours des semaines récentes ? À mon avis, les gens essaient de tirer des conclusions de tout ce qui se passe en ce moment, de déterminer ce qui mérite leur confiance et ce qui ne la mérite pas, ainsi que de décider où ils devraient investir leur argent, où ils pourraient trouver un refuge sécurisé pour leurs fonds au milieu de toute cette panique. Beaucoup se rendent compte que la réponse est simple. La valeur refuge est le Bitcoin. Non seulement Bitcoin l'actif, mais aussi Bitcoin le réseau. Michael Saylor est un entrepreneur américain, fondateur et PDG de la firme MicroStrategy, qui édite des logiciels dans le secteur de l'informatique décisionnelle. Il est connu pour son soutien public du Bitcoin et pour les milliards qu'il a investis dedans, avec MicroStrategy, ainsi qu'à titre personnel. Avant qu'il s'intéresse aux crypto-monnaies, il était déjà connu pour avoir écrit des livres prospectifs sur les effets transformatifs de la technologie, comme la vague mobile ou l'entreprise hyper connectée. Dans cette interview, Michael Saylor nous livre son point de vue sur les évolutions narratives de la sphère crypto sur les 12 derniers mois, ainsi que sur les raisons qui expliquent selon lui la forte hausse du Bitcoin depuis le début de l'année 2023. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'opinion de Michael Saylor en commentaire. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Bitcoin est la monnaie la plus fiable, l'actif d'investissement le plus sûr que l'on puisse trouver, car il n'a pas de risque de contrepartie et parce qu'aucun des 11 effondrements récents dans le secteur crypto ne l'ont empêché de fonctionner. Il leur a survécu à tous. Je sens donc une forme de respect à contre-cœur émerger dans la communauté crypto au cours des 12 derniers mois au sujet de Bitcoin. Si on rembobinait 12 mois en arrière, on se rappellerait qu'il y avait beaucoup de gens à ce moment, beaucoup de trolls, qui disaient que le Bitcoin était une technologie de boomer. Je ne vais pas dire qui spécifiquement, mais beaucoup de gens ont dit que le Bitcoin ne sera plus pertinent dans 5 ans, car il était soi-disant une technologie surannée et qui n'était plus d'actualité. Et je pense que ce qu'ils ont réalisé par la suite, c'est que quand l'argent est imprimé en grande quantité, quand les régulateurs semblent être aveugles et que les politiciens font la sourde oreille, beaucoup de structures sur lesquelles les gens comptaient ont pu s'avérer être très fragiles. Nous avions beaucoup de machines de Goldberg vulnérables et trop compliquées dans l'industrie crypto, Terra Luna en étant l'exemple le plus célèbre. Dès que la pression a commencé à augmenter, on s'est rendu compte qu'elles étaient trop complexes et instables. C'était peut-être de bonnes idées, mais leur mise en œuvre était fragile, irresponsable ou non conforme, et elles n'ont pas tenu dès qu'on a commencé à les regarder d'un peu plus près. Toutes ces entités, qui sont aujourd'hui en faillite, étaient de bonnes idées au départ. BlockFi était une bonne idée, mais il était fragile. Celsius était fragile. D'autres services étaient fragiles aussi, et ils n'ont pas tenu. Mais pour leur défense, on peut dire que c'est comme ça que les banques de la finance traditionnelle fonctionnent. Elles ne possèdent qu'une fraction des fonds dont elles ont la garde. Et elles prêtent des centaines de milliards de dollars de tout ce qu'elles ont en dépôt, même si ces fonds sont censés pouvoir être restitués aux clients avec un préavis d'1 jour, voire d'1 heure au maximum. Et certaines banques prêtent ces fonds pendant 30 ans en tant que garantie à taux hypothécaire fixe. Donc, c'est un système tout aussi fragile que la crypto. C'est la même histoire avec les banques qui ont acheté des obligations qui avaient une durée de 10 ou 20 ans avec les fonds de leurs clients. Ce choix les a aussi rendus vulnérables. En général, ce que nous voyons, c'est une abondance de schémas extrêmement compliqués dont le but est de générer des rendements, mais qui s'effondrent dès la première secousse. Je pense que cette observation a permis aux gens de se rendre compte que le Bitcoin n'était peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Pas de rendement, pas de risque de contrepartie, et Satoshi n'est pas là pour faire du tort au projet d'une manière ou d'une autre. Pour décrire les choses sous un autre angle, s'il y a une surface d'attaque, quelle qu'elle soit, que ce soit une équipe fondatrice, que ce soit la société derrière le projet, que ce soit un protocole de rendement, tous ces éléments seront attaqués s'ils ont la moindre vulnérabilité. Donc, je pense qu'une partie de la réponse à la question « Pourquoi le Bitcoin est-il en hausse actuellement ?» est que tous les autres investissements ne semblent pas être une très bonne idée en ce moment.
Tous ceux qui comprennent bien le Bitcoin et qui ont également investi dans des altcoins, des stablecoins ou d'autres projets ont pu se dire quelque chose comme « Eh bien, c'est plus risqué que ce que je pensais, et ça n'a pas marché aussi bien que je l'espérais. Sur quoi est-ce que je sais que je peux compter pendant des périodes de stress sur le marché ?» Et leur réponse a été le Bitcoin. Si BUSD n'est plus disponible, si on ne peut plus utiliser Signature ou Silvergate pour trader le week-end, si les stablecoins ne sont plus très stables et qu'on doit migrer vers Tether, et si Tether à son tour commence à montrer des signes préoccupants, que faire ? Les gens semblent se dire « Je vais revenir à la manière dont on faisait les choses à l'ancienne ». À l'époque, le Bitcoin était l'unité de compte dans la crypto, avant que Tether et les autres stablecoins n'arrivent et fassent du dollar US la nouvelle unité de compte dans le domaine. En ce moment, on a l'impression que les gens reviennent à ce schéma de pensée. Bitcoin est l'actif de réserve de l'écosystème crypto. Bitcoin est la valeur refuge, et les nouvelles récentes font rentrer ça progressivement dans la tête des gens. Une partie des gains récents du Bitcoin est attribuable à une convergence des fonds précédemment investis dans d'autres projets crypto et qui cherchent une valeur refuge. Vu que la panique règne partout ailleurs, les gens ont tendance à se retourner vers le Bitcoin, parce qu'ils savent que là, au moins, ils ne se feront pas arnaquer. Bitcoin n'a pas d'équipe de direction pour profiter de vous, peu importe qui vous êtes. Une bonne monnaie ne doit requérir aucune confiance de la part de ses utilisateurs. Vous n'avez pas à me faire confiance pour utiliser le Bitcoin. Et vous ne devriez pas avoir à faire confiance à un politicien ou un homme d'affaires ou à qui que ce soit dans le monde pour utiliser une monnaie. Vous devez pouvoir vous fier au protocole lui-même. La seule chose dont je sois raisonnablement sûr est qu'un Bitcoin vaut un Bitcoin et que je peux faire marcher ma propre note du réseau. Pendant les quelques mois passés, les gens dans la crypto ont semblé se détourner du Bitcoin parce qu'il leur semblait trop ennuyeux. Peut-être se sont-ils mis à penser qu'ils avaient raté le coche et peut-être ont-ils cessé d'apprécier la beauté et la simplicité du protocole. Aujourd'hui, je pense qu'ils redécouvrent ces choses. On voit ça avec les crypto-entrepreneurs, on voit ça avec Cointelegraph, avec Coindesk, on voit ça avec la couverture de Bloomberg Crypto, et on voit même ça dans les médias grand public. Comme je le disais, c'est une forme de respect renfrogné qui émerge. On réalise que le Bitcoin n'est en fait pas une si mauvaise idée, ce n'est pas qu'un projet de boomer. Cette réalisation explique en partie la hausse à laquelle nous assistons. Un autre élément explicatif important, c'est le réseau Bitcoin. Si je ne peux pas faire des règlements en utilisant les stablecoins, si je ne peux pas compter sur les exchanges non plus, si Silvergate et Signature font faillite et si mon compte bancaire est gelé, alors la seule chose à laquelle je puisse me fier à coup sûr, c'est ce réseau. Ce réseau et sa valeur en ce qu'il permet d'effectuer des transactions a été à mon avis sous-estimé jusqu'à présent. On n'insiste pas assez sur l'importance qu'a le fait de pouvoir déplacer $1 milliard un samedi d'un point A à un point B sans avoir à demander d'autorisation à personne. Dans un monde où chaque régulateur, chaque banque et chacun des décideurs qui délivrent des autorisations semble hostile, un monde qui est perçu comme dangereux, un tel réseau a une très grande valeur, difficile à exagérer, et les gens prennent conscience de celle-ci. Une troisième chose qui suscite beaucoup d'enthousiasme en ce moment, ce sont les applications Bitcoin. Nous avons vu Taproot, des Bitcoin Ordinals et autres. Et beaucoup d'entrepreneurs capitalisent sur le réseau Bitcoin pour créer des NFT, pour faire de la DeFi et pour toutes sortes d'autres applications auxquelles les utilisateurs ne feraient pas confiance dans d'autres écosystèmes. Une quatrième observation est que le réseau Lightning est en développement rapide et son adoption est en explosion. Une pléthore d'entrepreneurs développent diverses applications dessus en ce moment. MicroStrategy organisera bientôt une conférence sur le Lightning Network pour les entreprises. Ce sera la première de l'histoire du monde. Entre autres choses, des membres de 5000 des plus grandes entreprises mondiales vont y assister, ainsi que des informaticiens qui étudient des méthodes pour intégrer Lightning dans les applications d'entreprise. Ce qu'on comprend en filigrane ici, c'est que les développeurs ont peur des autres réseaux. S'il existe un moyen de transférer de l'argent par Internet de manière ouverte, sans autorisation et qui soit éthiquement viable, économiquement viable et techniquement viable, celui-ci pourrait être considéré comme le premier protocole de monnaie sur IP. TCP/IP a changé le monde. La voix sur IP a changé le monde, tout comme la monnaie sur IP a changé le monde. Définir ce à quoi ce protocole devait ressembler a été une véritable guerre. Il devait s'agir d'un protocole ouvert à tous, sans restriction. Si Linus Torvalds avait possédé 20% des royalties sur Linux, alors Linux n'aurait pas vraiment été Linux.
Steve Jobs, en son temps, a déclaré la guerre au Flash et il a encouragé l'implémentation du HTML5 et d'autres protocoles ouverts parce qu'il comprenait qu'ils ne pouvaient pas être exclusifs. Je suis suffisamment vieux pour me rappeler quand DECnet et Token Ring étaient des protocoles de réseau très utilisés. Ils appartenaient respectivement à Digital et IBM. Ils sont tombés dans l'oubli depuis. TCP/IP, qui était considéré comme un protocole techniquement compliqué, trop difficile à utiliser, peu commercial, etc., a finalement pris le relais, parce que crucialement, c'était un protocole ouvert d'information sur IP. Plus récemment, la voix sur IP a fait la même chose. Au départ, ça intéressait des étudiantes qui parlaient à leurs petits copains sur Skype, et puis ça a bouleversé le monde. Et je pense que la monnaie sur IP suivra une trajectoire similaire. En tout cas, c'est dans ce contexte que je vois les nouvelles récentes et ce qui se passe actuellement dans le monde. Bitcoin est une idée dont le moment est venu. Plus qu'à une adoption mainstream du Bitcoin, je pense que la hausse actuelle est principalement due à une réadoption crypto du Bitcoin. Les crises récentes ont fait office d'événements catalytiques qui a rallié toute la communauté crypto derrière Bitcoin, alors qu'elle était en guerre civile il y a un an. Sam Bankman-Fried et les principales autres startups qui étaient au nombre d'environ 25 étaient en quelque sorte meilleurs ennemis, et ils n'arrivaient pas à tomber d'accord. La chute de FTX a causé une sorte de réalisation pour beaucoup d'investisseurs, qui se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils mettent leurs différences de côté pour se mettre d'accord sur le fait que le Bitcoin était une bonne chose. De plus en plus de gens partagent mon point de vue, qui consiste à considérer le Bitcoin comme étant une commodité numérique open source, qui n'est contrôlée par personne et qui n'offre de traitement de faveur à personne. J'ai investi 4,2 milliards de dollars dans Bitcoin, et pourtant je sais que si je dis quelque chose qui ne convient pas, je me ferai démolir par les maximalistes. La taille de mon investissement ne me donne aucun contrôle particulier sur le protocole, qui appartient à tout le monde. Bitcoin est un bien commun qui n'appartient à personne en particulier. Tous les autres projets sont de bonnes idées. Le jeton Tom Brady est une bonne idée. Le jeton Katy Perry est une bonne idée. Les NFT sont une bonne idée. Le trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est une bonne idée. La possibilité de créer 100 000 actifs financiers 1 million de fois moins cher qu'au XXe siècle est une bonne idée. La DeFi est une bonne idée. Bref, tous ces projets sont de bonnes idées, mais ils comportent tous des risques et des complications. Ils sont pour la plupart similaires à des entreprises émettant des actions, devant créer des fonds propres et mener des combats politiques et de lobbyisme réglementaire. Je ne vais donc pas endorser l'entreprise, peu importe à quel point je pense que l'idée qu'elle représente est bonne. Je ne vais pas cautionner un mineur de Bitcoin par exemple. Miner du Bitcoin, ça peut être une très bonne idée jusqu'à ce que le régulateur chinois vous force à fermer. Toutes ces choses comportent des risques. Et je pense donc que c'est bien que la communauté crypto ait de bonnes idées, tant qu'elle se rappelle qu'il y a une idée exceptionnellement bonne qu'on doit tous soutenir, le Bitcoin. Et si nous faisons de lui l'actif de réserve de l'écosystème crypto, et si nous nous concentrons sur ce qui a rendu le Bitcoin Network antifragile, alors cela voudra dire que nous avons trouvé nos repères moraux, économiques et techniques, à tout le moins. On peut construire un monde basé sur cette fondation, mais sans elle, tout ce qu'on construira sera au mieux un colosse au pied d'argile. À la moindre secousse, la base s'effondrera. Voici comment j'explique la hausse actuelle, qui à mon avis ne fait que commencer et qui n'a pas encore atteint le grand public. Encore une chose avant que j'en finisse. La communauté crypto ne représente encore que 0,1%, 0,2% de la finance traditionnelle environ. Tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto et le monde Bitcoin n'est vraiment qu'une distraction comparée à ce qui se passe dans le théâtre de la finance mainstream. Les régulateurs, les politiciens vont agir et sans doute tenter de prendre beaucoup de mesures pour stabiliser le système. Influencer ce système est au-dessus de nos forces. On ne va pas l'améliorer, il est très complexe et difficile à comprendre, et à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur ce que l'on connaît. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est que le processus qui se déroule actuellement nous amène de 0,1% à 0,2%, puis à 0,4% et finalement à 1% de la finance traditionnelle. À ce moment, lorsque le Bitcoin vaudra 10 fois ce qu'il vaut actuellement, nous ne représentons encore que 1% du système, qui sera encore centré sur la finance et les banques conventionnelles. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui ont de l'énergie à revendre à se concentrer sur la crypto. Pourquoi ai-je des yeux laser sur ma photo de profil Twitter ? Les yeux laser veulent dire sauvez ce que vous pouvez sauver, réparez ce que vous pouvez réparer, faites ce que vous pouvez faire. Nous pouvons faire de Bitcoin un succès
Et nous pouvons mettre en place un cadre et construire un ensemble d'applications rationnelles et éthiques si nous partons de Bitcoin. Tenter d'aller réparer le monde entier, c'est un projet fou. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes. Il y a 100 autres choses sur lesquelles nous pourrions porter notre attention, mais elles sont au-delà de notre influence. Certaines de ces choses nécessitent des trillions rien que pour les faire bouger légèrement, ce qui n'est à la portée d'aucun individu.